Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue sur la RTNC pour ce nouveau journal de la rédaction. Au sommaire, des vies humaines fauchées, de maisons englouties, des dégâts matériels importants. Tel est le bilan de la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans la nuit du 13 au 14 juin 2025. Une réunion de crise a été convoquée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur pour des actions d'urgence. Voilà tout pour les titres encore une fois. Ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. On revient sur la clôture de la session ordinaire de mars 2025 à la Chambre haute du Parlement. Lors de la séance de cette plénière, Jean-Michel Samaloukonde a invité les sénateurs à soutenir les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix. Retour sur cette plénière avec Janine Kalenga, Julio Piana et bienvenue Loussala. Alors qu'il s'en va en vacances parlementaires, le Sénat a, au cours de son ultime séance plénière du 15 juin, dirigé par l'honorable président Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, accordé au gouvernement de la République l'habilitation à prendre durant ses vacances parlementaires certaines mesures relevant normalement du domaine de la loi, notamment la ratification de certains accords et traités. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux Samuel Mbemba, qui a représenté le gouvernement pour solliciter cette habilitation présentée aux honorables sénateurs, l'économie du projet de loi relatif, en insistant sur l'urgence pour les pays à prendre certaines mesures des ratifications des accords et traités en vue de se mettre en adéquation avec les contextes internationaux. 76 membres ont pris part au vote, 75 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le texte unique du projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2025. Le Sénat vote le projet de loi portant mise en œuvre de la réforme de la police nationale congolaise pour la période allant de 2026 à 2030. Le Sénat vote le projet de loi portant habilitation du gouvernement. Ces textes seront envoyés à qui de droit pour promulgation. Et bien sûr, je ne peux que remercier les honorables sénateurs que vous êtes pour l'adoption de ces textes. Clôturant la session ordinaire de mars 2025, l'honorable président Samaloukonde a appelé ses collègues sénateurs en tant qu'émanation des provinces à soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à ramener la paix durable dans les pays, surtout dans sa partie orientale en proie à l'agression rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Il a réitéré l'appel à la communauté internationale à participer activement à cette recherche de la paix à travers les résolutions et sanctions dissuasives à l'encontre de certains acteurs du pays agresseur. Dans son allocution, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a dressé un bilan satisfaisant des travaux de la session ordinaire de mars 2025 avec des initiatives, des lois, des auditions, des questions écrites et orales avec débat dans le cadre du contrôle parlementaire. Direction la province du Lualaba présent, les infrastructures changent de visage, routes réhabilitées, ponts stratégiques et écoles modernes témoignent de l'action concrète du gouvernement de la République. La première ministre Judith Suminwa a sur place inauguré plusieurs ouvrages majeurs. Chimène Dondo, Djokuku et Pompomba nous en disent plus. Entre routes refaites, ponts reconstruits et écoles modernisées, les infrastructures prennent un nouveau visage à Lualaba. En clôture de sa tournée provinciale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a inauguré 3 ouvrages publics majeurs, symbole concret du programme d'action du gouvernement axé sur la connectivité et le développement local. Au nom du chef de l'État, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa, a remis à la population une école ultra-moderne à Kangeya, Muchacha,
Un complexe de 2 hectares doté de salles de classe connectées, d'une bibliothèque, d'une clinique et de terrains de sport. Deux ponts stratégiques ont également été ouverts à la circulation. Le pont Loudi, reconstruit 48 ans après sa destruction durant la guerre de 80 jours. Et le pont Loufupa, destiné à fluidifier la mobilité dans cette province minière. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans 14 infrastructures qui ont été construites. Il faut le faire. Et c'est aussi une question de vision, de voir comment on peut développer sa province. Si chaque gouverneur peut faire pareil et que nous, au niveau du gouvernement central, on arrive aussi à injecter suffisamment de ressources dans toutes les provinces pour cela, ça va entrer dans un des piliers de mon programme d'action du gouvernement qui est la connectivité du pays, le désenclavement, parce que c'est le seul moyen qu'on a pour pouvoir développer le pays et ça va permettre aussi de répondre à l'engagement du chef de l'État. Les deux infrastructures, conformes aux normes régionales, visent à désenclaver durablement les zones rurales. Ces tours d'horizon des infrastructures clôt une mission gouvernementale placée sur le sceau du pragmatisme, de la visibilité et de la proximité avec la population. Je l'ai dit en titre, plus de 20 morts, de nombreuses maisons englouties et des dégâts matériels considérables dans plusieurs communes de la ville capitale, notamment en Ngaliema, Lemba et Matete. C'est ce qui ressort de la réunion de crise présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Des précisions de Bobo Anan Mokondi. 29 morts et des dégâts matériels considérables, c'est le bilan provisoire enregistré dans plusieurs communes de la capitale, notamment en Ngaliema, Lemba et Matete, après les pluies diluviennes qui se sont abattues dernièrement sur Kinshasa. Publication du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement congolais s'engage à assurer une prise en charge efficace des victimes de ces inondations. C'est la décision finale de la réunion de crise présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, avec le gouverneur, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, ainsi que l'ensemble des services concernés. L'économie de la réunion avec le gouverneur Bumba. Je suis informé que jusque-là, bilan provisoire, il y a 29 morts. Face à cette tragédie, le gouvernement adresse ses condoléances aux familles éplorées et assure la prise en charge des funérailles de personnes décédées ainsi que l'accompagnement des victimes. Mais les travaux continuent. L'objectif de cette réunion, c'est d'assurer la coordination des actions à entreprendre pour une meilleure prise en charge des victimes, a indiqué le gouverneur de la ville de Kinshasa. La maison d'urgence Ezwami, tous allés déjà à pied d'œuvre. Le gouvernement congolais s'engage donc pour la mise en place des appuis afin de renforcer la prise en charge locale des sinistrés. Mais également, sinistrés au Bazali, bon, la famille d'accueil. L'État a apporté bonne assistance pour Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour prévenir ces risques de catastrophes en cette période de dérèglement climatique. Dans un autre registre, Rodé Panda nous fait revivre en image la levée de la grève des camionneurs et chauffeurs transporteurs poids lourds, et ce, après d'intenses séances de négociations organisées par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Regardez. 3 semaines de paralysie d'approvisionnement de la capitale Kinshasa en biens de première nécessité, avec conséquence de la flambée des prix sur les marchés. Aujourd'hui, la route dégagée, la grève des camionneurs et chauffeurs transporteurs poids lourds élevée. D'intenses séances de dialogue et concertation ont été organisées d'abord avec le premier vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, et les partenaires économiques, ensuite à Lukaya, dans le Congo central, entre le gouvernement central à travers la commission interministérielle composée de l'intérieur, les transports et l'économie, le gouvernement provincial et la délégation syndicale des transporteurs. Un compromis a été trouvé par toutes les parties concernées. Le conseiller Nico, représentant du VPM de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, chef de la délégation à ces négociations, et la délégation syndicale des transporteurs ont tour à tour fait la mise au point. On permet aux camions de venir à Kinshasa de 22h à 5h du matin. Ils peuvent entrer dans la ville, mais dans le strict respect du code de la route. À nos dirigeants,
S'il y a des décisions à prendre, nous devons les mûrir tous ensemble. Les routiers, nous-mêmes aussi, nous devons être conséquents et faire vivre la route à tous les Congolais. Dès l'annonce de la levée de la grève, la reprise des activités de transport a suivi immédiatement. Il faut préciser que le problème des embouteillages n'est pas que l'affaire des camionneurs. Les usagers des transports urbains, motos, taxibus et taxis, avec des dépassements désordonnés, en sont pour beaucoup. La loi et ceux qui sont censés faire respecter la loi doivent se mettre en action. La répression est une des méthodes qui accompagnent la loi. Parlons infrastructure avec les travaux de rénovation de la voirie urbaine de la ville d'Inongo dans le Mai-Ndombe qui évolue normalement, constat fait par le vice-gouverneur de cette province après sa descente sur le terrain. Images et commentaires. Les travaux de la réhabilitation de la voirie urbaine de la ville d'Inongo qu'exécute l'Office des voiries et drainage de la province de Mai-Ndombe OVD sous l'égide de son directeur, le professeur docteur ingénieur Jaoulinde Mikiling, avance à pas de géant. Comme les images les illustrent bien, le vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Trésor Furungonke dit Petit Fati, est l'homme qui déplace les montagnes, a effectué une visite d'inspection afin de palper du doigt l'état d'avancement des 10 travaux. Sur place, le constat est positif. Je viens d'effectuer une visite, voir comment l'OVD est en train de travailler ici à la ville d'Inongo. Le constat que j'ai fait, c'est que l'OVD est en train d'exercer un bon travail, que j'ai apprécié. Je salue le directeur provincial de l'OVD par rapport au travail qu'il est en train de faire pour matérialiser la vision de chef de l'État. Par la même occasion, Trésor Furungonke plaide aussi au gouvernement central. Et j'ai encore constaté que l'OVD est en train de travailler avec la main-d'œuvre locale. C'est ainsi que je lance un appel au président de la République et aux fournisseurs de ne pas laisser l'OVD Mai-Ndombe seulement de travailler avec la main-d'œuvre locale, mais aussi nous aider avec les engins pour que l'OVD Mai-Ndombe puisse travailler comme toute autre province. Les usagers de ces routes saluent l'exécution des 10 travaux car plusieurs tronçons étaient impraticables lors de la saison pluvieuse. Il s'est dépressé que lors de cette ronde, le vice-gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Trésor Furungonke, était accompagné de son ministre des ITPR ainsi que d'autres ingénieurs de l'OVD qui d'ailleurs fournissaient des explications au vice-gouverneur sur l'évolution des 10 travaux. Je vous amène dans la province de Lomami pour vous faire revivre en images le reportage relatif à l'incinération des marchandises illicites. Regardez. Un lot important de chanvre constitué de 191 sacs de 100 kg contenant des colis a été incinéré ce lundi 9 juin 2025 dans la ville de Mwenditou. C'est ce qui a justifié l'arrivée dans la ville ferroviaire du général John Chibangu de la 21e région militaire et du vice-gouverneur de la province de Lomami, M. Célestin Kayembe Tchachibol. En effet, les éléments de service de sécurité dans leur filature ont eu à démanteler un vaste réseau de trafiquants de drogue qui gardaient leurs marchandises dans un dépôt situé dans la commune de Bondoï, prêt à être embarqué dans un camion de marque O en destination du Grand Katanga. C'est ce week-end dernier que le membre du Conseil urbain de sécurité, avec à leur tête le maire de Mwenditou, Gérard Tchibanda Kaboué, ont supervisé les déplacements de ces marchandises illicites du dépôt vers l'hôtel des villes sous haute sécurité en prévision des représailles de ces anciens communaux appelés colombiens. L'autorité urbaine n'est pas allée par les dos de la cuillère en condamnant avec la dernière énergie ces commerces qui favorisent la criminalité. Pour demander à la population de la ville de Mwenditou de nous pratiquer ce genre de commerce. C'est très dangereux. Le samedi, c'était 111. Hier, dimanche, 80 colis. Total, 191 colis. Et nous allons détruire ça. Signalons pour terminer que l'opération d'incinération s'est déroulée dans 2 sites, à savoir aux 2 collines et à la mairie de Mwenditou. Cadre permanent de coopération interprovinciale, c'est un accord qui vise à renforcer la collaboration entre les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema. Il a été signé à Kolwezi lors de la 12e conférence des gouverneurs. Un accord de coopération dénommé Cadre permanent de coopération interprovinciale, jetant le base d'une collaboration renforcée dans les divers secteurs d'intérêt commun. Cet accord vise à améliorer la gouvernance locale et à favoriser les initiatives conjointes essentielles au développement durable de l'espace Grand Kivu. Le gouverneur des 3 provinces représente
par le général-major Évariste Somo Kakule pour le Nord Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki pour le Sud Kivu et Moïse Moussa Kawankoubi pour le Maniema ont convenu de coopérer dans les domaines tels que la paix, la sécurité, la santé, les mines, les finances, l'économie, les commerces et autres. Cet engagement promet une mobilisation collective pour relever les défis communs. Un élément central de cet accord est la création d'une caisse de solidarité et de coopération interprovinciale qui sera alimentée par des contributions des 3 provinces. Cette caisse permettra de financer les projets d'intérêt commun visant à renforcer la synergie et à optimiser les ressources disponibles pour le développement du Grand Kivu. Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu. L'idée, c'est de nous mettre ensemble pour essayer de faire face aux nombreux défis qui affectent la population du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema. Nos provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu et du Maniema sont confrontées à une particularité liée notamment aux questions minières. Donc il y a un sérieux trafic illicite de nos minéraux, mais aussi on va favoriser les échanges commerciaux, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et de biens, qui est un droit constitutionnel, reconnu par notre Constitution, mais aussi au niveau des instruments juridiques nationaux et sous-régionaux. Dans la capitale mondiale du cobalt, le gouverneur du Maniema, lui, a été investi comme président provincial de la commission de lutte contre les VIH-Sida et président du comité provincial de la couverture santé universelle au Maniema. Sous le thème principal, la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable de province, la conférence a permis au gouverneur et au pouvoir central d'échanger sur plusieurs défis et quelques recommandations ont été reformulées à l'issue de celles-ci, notamment l'opérationnalisation de la caisse de péréquation pour une meilleure redistribution des ressources, le paiement régulier des rétrocessions afin de permettre aux provinces de maximiser leurs activités avec un impact visible. Le gouverneur du Maniema, Moussa Kawankoubi Moïse, accompagné du président de l'Assemblée provinciale et du ministre provincial du budget, reste convaincu que cette conférence permettra d'améliorer les modes de fonctionnement des gouvernements provinciaux. Nous venons de passer 4 jours de travaux, soit du 10 au 13 juin, pour cette 12e édition de la conférence des gouverneurs. Nous avons fait les plaidoyers de la province du Maniema en termes d'infrastructures, aussi bien sanitaires que routières, en termes de la sécurité et en termes même du social. Et nous pensons que, comme les recommandations ont été retenues et qui seront prises en compte dans les budgets, et nous pensons que la province du Maniema aura son compte à l'issue des recommandations de cette conférence. Il faut noter que Moussa Kawankoubi Moïse a été investi parmi les gouverneurs par le chef de l'État comme président de la commission de lutte contre le VIH et SIDA et président du comité provincial de couverture santé universelle au Maniema. La MONUSCO envisage d'appuyer la police nationale congolaise afin de bien encadrer les policiers en provenance de la partie sud du Nord Kivu occupée par les envahisseurs. Affirmation du général Alain Bamenou, chef de la police de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Images et commentaires. J'ai, dans le cadre d'une visite de travail, rencontré le gouverneur et le gouverneur empêché. J'ai eu la chance et l'opportunité de rencontrer le vice-gouverneur. Nous avons parlé globalement de la situation sécuritaire qui prévaut, celle que vous connaissez, et aussi abordé la question de renforcement de nos capacités dans le partenariat que nous avons mis en place, police, MONUSCO et PNC. Oui, les actions urgentes seraient, n'est-ce pas, de voir les mécanismes et les stratégies à développer pour soutenir la PNC dans le cadre de l'arrivée massive des policiers qui ont quitté les zones de combat, qui sont actuellement à Béni. Et avec le vice-gouverneur, nous avons une idée globale sur la situation et que très bientôt, avec les soutiens, et avec les apports, avec les réflexions approfondies, nous puissions voir comment est-ce que une solution pourrait être apportée
à cette situation. Pendant ce temps, dans le sud d'Ubangui, les membres de la cellule provinciale du climat des affaires sont en formation sur la maximisation des recettes, formation assurée par la délégation de l'ANAPI venue de Kinshasa. Roger Iedi, reportage. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI en sigle, en séjour à Guémenagon et Subangui, sous la conduite de M. Michel Maswapi Kipindo, directeur du climat des affaires, vient de clôturer avec une série d'ateliers qui a visé principalement les membres de la cellule provinciale du climat des affaires, les opérateurs économiques et les membres du gouvernement provincial, ainsi que les députés provinciaux, mais empêchés. Du 3 au 6 juin 2025, les participants ont vu leur capacité renforcée par rapport au climat des affaires et leur éclairé par rapport à toutes les réformes intervenues pour l'amélioration du climat des affaires en RDC dans le but d'attirer des investisseurs. L'orateur de ces 4 jours d'affilée, le directeur Michel Maswapi, a permis à la cellule provinciale d'élaborer une feuille de route bien contextualisée. Les opérateurs économiques ont réalisé leurs droits et devoirs pour atteindre les objectifs escomptés, tandis que les membres du gouvernement provincial ont mis à profit ces enseignements pour s'approprier la nouvelle marche visant l'amélioration du climat des affaires. Le jour de la clôture, lors de la cérémonie présidée par le vice-gouverneur de province, le professeur Jean-René Galé-Fouafoundaoué, ce dernier a promis au nom du gouverneur de province que son gouvernement ne ménagera aucun effort pour la vulgarisation de toutes ces réformes et a requis l'implication de toutes les parties prenantes dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. À l'issue de ces 4 jours d'intenses travaux, le directeur Michel Maswapi, on a fait le condensé en ces termes. Comment arriver à implémenter des réformes au niveau de la province du Sud-Ubangui? Nous avions échangé avec eux sur les outils qu'on utilise pour assainir le climat des affaires. Sur les travaux de consultation nationale avec les corporations culturelles en RDC se sont achevés à Kinshasa. L'objectif était de jeter les bases solides d'un nouvel organisme public de gestion collective des droits d'auteur et droits voisins. C'est un reportage de Fanny Malonda rendu par Rodépanda. Les consultations nationales avec les corporations culturelles se sont clôturées le 13 juin. Après 4 jours d'échanges fructueux au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, des représentants de tous les secteurs, théâtre, cinéma, mode, littérature, édition, journalisme, musique, danse et arts visuels ont pris part à ces assises historiques. Les participants, incluant experts et leaders d'associations, ont unanimement salué l'initiative de la ministre de la Culture, Yolande Elebe Mandembo. Ce nouvel organisme public veut transformer l'écosystème culturel en instaurant une ère de justice et de transparence qui garantira une rémunération équitable à tous les artistes congolais. Nous allons examiner toutes les réponses qui avaient été données par les participants à ces consultations. Nous allons travailler avec les parties prenantes pour élaborer les projets de décrets sur la création de l'établissement public. Le premier résultat, c'est qu'on pourra rapidement signer un accord avec la Direction générale des douanes et accises qui peut nous aider à percevoir la redevance sur la copie privée. Avec l'établissement public, on peut relancer la coopération avec nos partenaires traditionnels, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, la CISAC et l'UNESCO. Ces assises, il faut le dire, marquent un tournant décisif pour la gestion collective de droits d'auteur en RDC perçu comme un véritable outil de développement pour la culture congolaise. Le travail se poursuivra pour concrétiser ces avancées. Religion, le Congolais Floribert Bouanachoui Binko City, désormais bienheureux. C'était hier dimanche 15 juin 2025 que ce natif de Goma a été déclaré bienheureux par l'Église catholique lors d'une messe solennelle en la basilique Saint-Paul. Or, l'émir de Rome, assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de laisser entrer en RDC des vivres avariés, ce laïc contrôleur des douanes est devenu en RDC et pour l'Église une figure charismatique. Regardez. C'est un hommage mérité pour cette figure charismatique. Floribert Bouanachoui Binko City, ce laïc contrôleur des douanes, a été déclaré bienheureux par l'Église catholique. C'était au cours d'une messe solennelle présidée par le cardinal Marcelo Semeraro, préfet du dicaster des causes des saints
et concélébré par les cardinaux et évêques, dont le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, et Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma. La basilique papale Saint-Paul hors les murs était pleine de monde. Des Congolais, des fidèles d'Italie et d'autres pays, sans omettre une forte délégation de la communauté Saint-Égidio de Goma, ainsi que celle du gouvernement de la République, qui ont effectué le déplacement vers Rome en Italie. Parmi les officiels congolais à cette messe de béatification, le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, et sa collègue des droits humains, Chantal Tchambou Mwavita. Pour avoir refusé de laisser entrer en République démocratique du Congo des vivres avariés, Floribert Bwanachui, cet ancien agent de l'OCC, a été assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans. Il est devenu désormais le symbole des valeurs et des courage dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo et dans le monde. Merci Joseph Oscar Mbalkaïj. Le tour d'horizon de l'actualité dans le monde. Au Proche-Orient, l'escalade Israël et Iran entre dans son 4e jour. Une escalade du conflit dans la région pourrait mettre en danger l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. On fait le point avec Jacques Kabouaba. Israël et Iran poursuivent leur attaque. Téhéran a tiré lundi les missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël, faisant au moins 5 morts selon les secours, en réponse à des frappes israéliennes qui ont atteint les territoires iraniens pour la 4e nuit consécutive. L'armée israélienne a affirmé avoir détruit un tiers des lanceurs des missiles sol-sol iraniens au 4e jour de l'attaque massive lancée par Israël sur Iran, qui riposte par des tirs de missiles. Une escalade du conflit dans la région pourrait mettre en danger l'approvisionnement mondial en hydrocarbures. C'est en effet par les détroits d'Ormuz que passe plus de 20% du pétrole mondial. Face à cette situation, les dirigeants du G7 réunis au Canada vont tenter d'envoyer un message commun sur les conflits entre Israël et Iran. Alors que le bilan des bombardements ne cesse de s'alourdir de part et d'autre, les dirigeants du G7 travaillent à une déclaration commune sur les conflits. Iran a exhorté les pays européens à faire cesser les attaques israéliennes contre son territoire au 4e jour d'une escalade militaire entre les deux pays ennemis. Benjamin Netanyahu, le premier ministre de l'État hébreu, a promis de changer les visages du Moyen-Orient, peu importe les conséquences. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolo Demazou s'est fait le devoir de sélectionner, commenter pour vous quelques tabloïds à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du 16 juin 2025. Washington, les négociations RDC-Rwanda à bord de la dernière ligne droite annoncent le potentiel en prévision de l'échange de juillet prochain annoncé pour boucler les pourparlers de paix RDC-Rwanda. Une nouvelle phase de discussion a commencé sous l'égide de l'administration Trump à Washington. Ces derniers temps, des efforts significatifs sont en cours pour trouver une solution pacifique aux différends persistants entre le Rwanda et la RDC. En vue de cet objectif, les négociations entre les deux pays ont récemment entamé une nouvelle phase avec le lancement à Washington des discussions physiques entre experts. Collusion assumée par Kikaya, Kabila et le 1-23, mêmes objectifs, révèle Info27.cd. Le président Kabila n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Ses objectifs sont ceux de l'AFC M23. En prononçant cette phrase explosive depuis Washington, Kikaya Bin Karoubi, émissaire et conseiller de longue date de Joseph Kabila, a tout dit. Fini l'ambiguïté, balayer les faux semblants. L'ancien chef de l'État partage bien la vision d'un mouvement armé soutenu par le Rwanda et responsable des crimes de guerre dans l'est de la RDC. Une collusion que le président Félix Tshisekedi avait dénoncé dès le départ au prix de scepticisme, voire des moqueries. Aujourd'hui, le temps lui donne cruellement raison.
Kinshasa, la route rocade en danger, menacée par une tête d'érosion à Mongafula, rapporte dépêche.cd. La route rocade en cours de construction à Kinshasa est gravement menacée par une tête d'érosion active située dans le quartier Mitendi, dans la commune de Mongafula. Cette tête d'érosion, surnommée Armée du Salut, se trouve à moins de 20 mètres du chantier de la rocade et constitue un réel danger pour cette infrastructure stratégique. Adel Chimba, chef du quartier de Mitendi, lance un appel urgent aux autorités de la ville pour éviter une catastrophe. Une forte délégation du gouvernement dépêchée Rome, la RDC au nord Floribert Bouana, martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale, titre la prospérité. Un moment chargé d'émotion et de fierté nationale qui reste gravé dans l'histoire de l'Église universelle en RDC. Né à Goma, Floribert Bouana était fonctionnaire à l'Office congolais de contrôle, organisme chargé de vérifier la conformité des produits devant franchir la frontière pour entrer en RDC. Il fut brutalement arraché à la vie en 2007 à l'âge de 26 ans pour avoir refusé de laisser entrer dans le pays des denrées avariées. Pour cette marque d'audace, l'Église catholique, par une décision de Pape François, l'a plébiscité au rang de martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Ainsi se termine cette édition des 13h30 sur la RTNC. Au nom de tous ceux qui nous ont aidés à vous la présenter, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 19h et ce sera avec Benoît Vingana à la présentation. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous.